Bonjour à tous, c'est Christophe Bonnefond de RSE et compagnie. Un grand merci pour votre intérêt sur les réseaux sociaux et votre écoute. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année. Dans ce 10e épisode, Gaël Brouard, le fondateur et PDG de CompaRecycle, nous décrit les services du premier comparateur éco-responsable au monde de reprise de smartphones et autres produits high-tech. En France, plus de 100 millions de smartphones sont conservés dans les tiroirs des particuliers et entreprises. Si le marché du matériel reconditionné et recyclé est en plein essor, il peut aussi cacher parfois des acteurs sans scrupules. Depuis sa création, CompaRecycle fait bouger les lignes pour une véritable économie circulaire. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. J'accueille Gaël Brouard de CompaRecycle. Salut Gaël et bienvenue dans le podcast. Bonjour Christophe, merci de m'accueillir. Tu es le fondateur et PDG de CompaRecycle. C'est le premier comparateur éco-responsable au monde dans la reprise, le rachat de smartphones et de produits high-tech, les ordis, les tablettes et les consoles. Oui, exactement. Donc on est un comparateur éco-responsable. Éco-responsable parce qu'en fait on a sélectionné un certain nombre d'acteurs du marché de la reprise, notamment des industriels, des professionnels. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle éco-responsable, parce qu'ils sont tous labellisés, ils sont tous certifiés des 3E, et souvent avec d'autres certifications ISO qui leur permettent en fait de traiter dans les meilleures conditions l'ensemble des produits. En plus on a vraiment incité sur la sélection nationale des acteurs pour que l'emploi soit mis en avant, l'emploi local, l'emploi national, et que toutes les règles et toutes les normes RSE soient respectées. Et derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a commencé par le smartphone et puis on a ouvert sur les autres catégories de produits, puisqu'aujourd'hui il y a une forte demande sur la reprise et notamment sur les produits reconditionnés, puisque la reprise n'a pas de valeur en tant que telle s'il n'y a pas de marché de reconditionné et vice versa. Donc du coup, ce sont des industriels qui reprennent, qui valorisent l'ensemble des produits, qui les remettent à neuf et qui leur redonnent une seconde vie. D'accord. Et en fait, tu t'adresses aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Alors nous, on s'adresse à absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on a le gros du marché, c'est le B2B2C. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place le premier comparateur en point de vente physique. Donc on est présent chez des opérateurs comme Orange. On était aussi présent chez SFR, on est présent chez Auchan, chez Fnac, chez CIC Crédit Mutuel, chez Welcome, Leclerc et ainsi de suite. Et on propose en fait notre outil, c'est-à-dire que l'outil de comparaison est mis en place dans les points de vente physiques pour permettre aux vendeurs de faire un diagnostic rapide de l'ensemble des catégories de produits que les consommateurs peuvent ramener en magasin. C'est-à-dire que si je ramène un smartphone, le vendeur va me proposer dans son parcours de vente de racheter mon produit au meilleur prix. Et du coup, il va s'appuyer en fait sur le comparateur qui va lui sortir en à peu près moins d'une minute le prix de reprise optimisé pour son client. Et derrière, le vendeur propose ce produit. Si le client accepte, le client peut revendre immédiatement son produit au meilleur prix. Et ce prix est transformé en bon d'achat dans le point de vente. Donc c'est hyper vertueux pour l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que c'est sympa pour le consommateur parce qu'il ne savait pas forcément qu'il pouvait revendre dans un point de vente comme Auchan ou comme Fnac des produits, ses anciens produits. Derrière, il bénéficie du meilleur prix de reprise puisqu'en fait, par le fait d'être dans un système de comparaison, il a le meilleur prix de reprise qui lui est proposé. Et derrière, en fait, ce prix est donc transformé en bon d'achat, donc ça fait du chiffre d'affaires dans le point de vente pour le vendeur, donc ça l'aide à atteindre ses objectifs, je dirais, de vente de produits. Et ça augmente le panier moyen, en général, de 10 à 30% dans le point de vente, donc ce qui est vraiment intéressant. Et derrière, le troisième maillon qui est intéressé, c'est effectivement le repreneur qui lui est reconditionneur aussi, qui rachète donc ce produit via notre système et qui va le reconditionner et le remettre à neuf pour le remettre dans un circuit et le revendre avec une garantie à d'autres consommateurs qui souhaitent acquérir ce type de produit. Donc du coup, tout le monde est content. Le consommateur, donc le consommateur qui vend son produit, puisque lui il récupère un maximum d'argent, qui va dépenser dans le point de vente. Le vendeur qui a fait le diagnostic au niveau du point de vente, qui va lui émettre un bon d'achat et qui va permettre au consommateur d'acheter plus
Et pour le reconditionneur, lui, qui achète un produit de qualité et qui va lui permettre de le reconditionner dans les meilleures conditions et de le revendre, en fait, et lui donner une seconde vie. Donc, en gros, tout le monde est content là-dessus. Donc ça, c'est le B2B2C. Ensuite, on fait aussi du B2C, c'est-à-dire qu'en fait, on a notre site web qui est hybride, qui permet au consommateur de revendre au meilleur prix son produit. Donc, on a créé le premier site hybride au premier confinement d'ailleurs, où le consommateur a le choix entre deux systèmes. Le premier, c'est soit de faire tout en full digital, c'est-à-dire de rester sur son canapé et de revendre son smartphone, son PC ou autre de chez lui. Donc, il fait son propre diagnostic avec 4-5 questions relativement simples. Tout est gratuit, hein. Et une fois qu'il a le prix de reprise, il peut accepter, et il a deux prix de reprise qui sont proposés. Le premier, c'est en restant chez lui, il a un prix web. Donc s'il accepte, il dit OK, je veux revendre via le web, il reçoit via son email une étiquette prépayée qui lui permet en fait de renvoyer son produit gratuitement au repreneur le mieux disant. Soit il se dit dans ces cas-là, moi je ne veux pas revendre via internet, j'ai un magasin Auchan ou Fnac ou autre près de chez moi. Il est alors géolocalisé, on lui émet un devis qui est valable entre 24 et 48 heures avec le prix de reprise, et il peut se rendre dans le point de vente le plus proche, par exemple à la Fnac. Il va à la Fnac avec son devis, il le fait scanner directement au point au point de vente, donc au rayon téléphonie par exemple, ou au rayon PC. Et de là, en fait, on lui émet un bon d'achat et on récupère son produit. C'est un bon d'achat immédiat, alors que sur le web, il sera payé via virement sous 7 jours. Donc ça, c'est du B2C. Et après, on travaille aussi sur le B2B. Donc ça, c'est aussi un canal de distribution qui fonctionne très bien. Donc en gros, on a mis en place un outil de comparaison qui permet à des intégrateurs télécoms qui vendent des flottes entreprises et qui font de la gestion de ces flottes entreprises de proposer à leurs clients le rachat de leur parc ancien de mobiles, de tablettes, de PC, et de le valoriser sur le nouveau parc. Donc du coup, là on fait du B2B pur, donc ça va de la très petite entreprise, la TPE, à l'entreprise du CAC 40. D'accord, donc c'est vraiment un service complet, que tu proposes, aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers? Exactement. Et là où on appuie vraiment très fortement, c'est pourquoi avoir sélectionné une cinquantaine d'acteurs aujourd'hui industriels. C'est pour justement sécuriser toutes les couches de la population et tous les secteurs. C'est-à-dire qu'en fait, que ça soit un consommateur lambda ou une entreprise du CAC 40, il faut que tout le monde soit traité à la même enseigne et soit traité du mieux possible, et que ces produits soient traités, je dirais, dans des normes standards, et que toutes les données soient intégralement effacées. Et ça, on y tient fortement. C'est-à-dire qu'en fait, chaque acteur qui travaille avec nous doit au préalable nous envoyer tous ses certificats. On fait un audit aussi, tous les certificats en fait de toutes les labellisations possibles, et derrière nous prouver qu'il a un outil d'effacement de données professionnel qui lui permet en fait directement d'effacer l'intégralité des données avec en plus des certificats par IMEI ou par numéro de série. Donc ça c'est vraiment crucial, et c'est pour ça qu'on se démarque nous aujourd'hui de ce qui se fait et ce qui se faisait auparavant. C'est qu'aujourd'hui on apporte toutes les garanties, que ça soit un consommateur je dirais classique comme moi ou comme toi, jusqu'à une entreprise du CAC 40 qui a des données sensibles dans chacun de ses smartphones, d'avoir l'intégralité des données éradiquées. Donc ça c'est la bataille, ce que je dis souvent, c'est la bataille de demain, et c'est déjà la bataille d'aujourd'hui, parce que si tu effaces uniquement en surcouche les données que tu as dans ton smartphone, derrière des hackers peuvent très bien récupérer ton smartphone, reconditionner par exemple, et récupérer dans les sous-couches tous tes codes, enfin toute ta vie quoi, et du coup l'utiliser et le faire de manière, je dirais, malhonnête. Donc et ça on le voit sur le darknet, on le voit un peu partout. Donc nous ce qu'on veut, et ce sur quoi on milite, c'est effectivement d'avoir des acteurs professionnels. Et ça, je pense que les consommateurs ne savent pas quand ils revendent leurs produits sur le bon coin, ou qui sont aux demandes des plateformes super intéressantes, hein, mais qui derrière n'ont pas tous ces contrôles. Et nous c'est vraiment super important, parce que si demain on a un souci, si un consommateur a un souci, ou si une entreprise a un souci, c'est pas vers le repreneur qui va se retourner, c'est surtout contre nous.
Donc ça c'est une bataille qu'on mène depuis longtemps, depuis même la création de l'entreprise. Oui, et en plus les données, sur les smartphones, ça a une valeur bien plus importante, que l'appareil en lui-même. Ça je te confirme. Donc ça peut être hier j'ai vu d'ailleurs un reportage là-dessus, c'était intéressant sur la valorisation des données. La valorisation des données, ça va de ton adresse, ton nom, prénom, ton adresse et ta date de naissance, jusqu'à ta localisation, tes comptes bancaires, enfin absolument tout. Et en fonction de la graduation et la granulité de ce que tu vas donner, ce qui va être ponctionné sur tes données, en fait, ça a une valeur qui va de 0,40, enfin de 40 centimes, mettons, jusqu'à 10 euros par contact. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant avec le GRPD aujourd'hui, avec toutes les normes qui ont été mises en place et qui doivent être respectées, de vraiment sensibiliser le consommateur sur attention, revendez, c'est super bien, il faut revendre parce qu'on n'est pas forcément les meilleurs élèves en France de la revente de produits et du recyclage. En revanche, faites-le en toute confiance avec des professionnels. Et ça, il faut vraiment. Les entreprises sont aguerries et connaissent ça. En revanche, côté consommateur, quand je revends mon mobile, j'ai intérêt de faire attention à qui je revends. Ouais, tout à fait, et puis en plus on a vu déjà des scandales apparaître, à ce sujet, sur des données qui étaient restées sur les smartphones, que les gens avaient rachetées derrière. Et je reviens juste, sur le site comparecycle.com. Moi j'invite, les auditeurs, bah, à justement, à vérifier la valeur de leurs, smartphones qui sont restés, coincés dans les tiroirs. Moi le premier, j'ai pu tester mon smartphone Android et j'ai 2 offres. J'ai 2 offres de rachat effectivement. J'en ai une qui est par internet et une autre en magasin. Donc c'est vraiment intéressant pour celui qui veut changer de smartphone et donc en racheter un neuf ou un reconditionné, derrière. C'est vraiment, en plus c'est très rapide pour faire sa simulation. Donc c'est vrai que c'est vraiment un outil, super intéressant. Merci, merci. Alors après, en plus, sur le côté, notre ADN n'était pas forcément de faire, tu vois, un site web et de faire du full digital. En fait, on a modifié il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Hein, donc du coup, on s'est dit le volume est effectivement au magasin parce que c'est rassurant pour un consommateur de revendre à un vendeur physique dans une boutique chez un acteur, je dirais, du réseau connu comme un Fnac ou un Auchan ou un Orange, de revendre donc dans la boutique qu'on connaît, c'est beaucoup plus intéressant pour le consommateur. Donc du coup, on s'est dit ok, nous c'est quand on a lancé l'entreprise en 2012, on s'est dit notre target, notre cible, c'est de proposer la reprise en point de vente. Donc ça c'était le premier point. Et derrière on s'est dit de toute façon il faut un site web. Donc le web n'était pas notre stratégie. Mais au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'il y avait de la demande et que je dirais les néo-consommateurs souhaitent revendre sur le web. Donc du coup on a proposé ces deux alternatives, sachant qu'on reste quand même sur une stratégie où on veut rediriger le trafic vers les points de vente retail et opérateurs. Pourquoi? Parce que ce sont aujourd'hui on se rend compte que le web est en train de prendre une volumétrie sur la vente, sur la reprise surtout, qui est vraiment majeure. Et nous venant moi du retail et de l'opérateur ayant travaillé pour ces gens-là, j'ai envie aussi à mon niveau, de les aider et de drainer du trafic parce que en point de vente, on a du conseil et on a aussi la confiance on a besoin de la confiance des vendeurs pour avoir tout un panel de services. Donc du coup, on redirige avec des offres, je dirais intéressantes puisqu'on a souvent les prix de reprise en magasin sont parfois plus élevés, mais ils sont aussi combinés à des offres de constructeurs de bonus à la reprise. Donc il y a beaucoup d'acteurs, de constructeurs comme Huawei, Samsung, Oppo ou autres, ou Sony, faut pas les citer, qui dynamisent les offres de reprise en proposant pour l'achat d'un nouveau smartphone et du dernier smartphone premium ou du dernier PC premium, bah, un bonus qui va de 50 à parfois 250 euros. Donc en plus du prix de reprise. Donc du coup ça draine vraiment du volume et ça aide le consommateur et c'est à vite basculer vers un nouveau produit tout en recyclant et en revendant son produit au meilleur prix avec en plus la garantie d'industriels professionnels derrière.
Donc on a combiné ça. Et effectivement, comme tu disais, c'est très rapide de faire une simulation sur le web. Ça prend même pas une minute. Et ça permet en fait d'avoir un référent en termes de valeur sur son produit. Ouais, tout à fait, je confirme, hein, c'est rapide et puis, voilà, on peut décider très rapidement, où aller pour revendre, son smartphone ou tout autre appareil, hein, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Et on a ouvert sur différentes catégories. Il y a beaucoup de demandes aussi sur la console reconditionnée. Donc du coup, comme il y a beaucoup de demandes sur la console reconditionnée, forcément, il y a des offres de reprise intéressantes aussi pour le consommateur. Donc nous, on est ce marché est vraiment, je dirais binaire. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de produit reconditionné à la vente. Et s'il n'y a pas de demande sur le reconditionné, il n'y a pas de demande de reprise, donc pas de prix. On parle souvent de reconditionné, donc on le voit dans les médias, et merci Christophe de nous donner la parole sur la partie reprise, parce que souvent les médias ne mettent en avant que le reconditionné. Mais le reconditionné, c'est pas une production, on produit pas la demande. Donc il faut qu'il y ait une matière première, et la matière première, c'est les produits, donc la reprise, que ce soit des produits qui soient totalement, je dirais, qui soient remis à neuf, juste avec un petit dépoussiérage, un effacement de données, et derrière une garantie et on remet le produit qui était en super état à la revente. Soit après c'est de la réparation lourde où effectivement le produit a été revendu avec un écran cassé. Donc ça génère en fait du réemploi et de l'emploi. Donc du coup c'est super intéressant pour l'économie nationale et nous on milite aussi pour ça. Donc du coup on n'est pas dans le reconditionné il y a un peu de tout, donc il faut faire attention et on en parlera je pense tout à l'heure, mais globalement nous on est là pour inciter à la reprise, pour dynamiser ce marché du reconditionné, mais un reconditionné propre et national. Alors j'ai vu sur, le site planetoscope.com des chiffres assez impressionnants sur les ventes, mondiales de téléphones portables, de smartphones et aussi le nombre de téléphones jetés dans le monde et des ordinateurs jetés dans le monde et c'est assez impressionnant et je voulais avoir ton point de vue, sur ces chiffres. Ouais, alors c'est un très bon site parce que c'est en temps réel effectivement. Le point c'est que je pense que la France est l'un des acteurs qui a le plus d'ambition, mais qui à l'arrivée ne transforme pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, le taux de recyclage évalué est à peu près recyclage. Hein. Donc en fait, on met tout dedans. Hein. Donc, c'est de la revente, du recyclage, enfin un peu tout. On a aux alentours des 16%. Et sur le valorisé, donc les produits qui sont valorisés, donc revendus dans des points à des industriels, dans des points de vente, via le web, sur des marketplaces web, on est aux alentours des 6%. Donc, je vais te donner deux chiffres rapides. Hein. Le premier chiffre, c'est que 66% des consommateurs français aujourd'hui, donc je reviens sur, tu parles du mondial, mais moi je te parle juste du macroéconomique, et donc je viendrai juste sur la France pour donner un ordre d'idée de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc en gros, aujourd'hui, les Français se disent prêts à acheter un produit reconditionné ils sont 66% à le penser. Mais en fait, il y en a que 6% qui revendent leurs produits. Donc ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que s'il n'y a pas de reprise, si les gens ne revendent pas leurs produits, bah clairement, il y aura toujours un problème entre l'offre et la demande. Et l'offre de produits reconditionnés, de produits reconditionnés, pardon, sera pénurique. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc du coup, on est obligé d'importer des produits qui viennent d'Asie, des USA et compagnie, tant que les Français ne revendront pas leurs produits. Un troisième chiffre qui est important, c'est que dans les tiroirs des Français, il y a 120 millions de téléphones qui dorment. Donc c'est en termes de valorisation, si demain tout le monde revend ses mobiles dans les points de vente, c'est 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros qui sont réinjectés dans l'économie et qui alimentent bien sûr ce marché du reconditionné. Donc qui va alimenter ce marché de la seconde main qui est un marché qui peut vraiment être un marché qui explose et qui peut rentrer dans les mœurs. Donc ça c'est vraiment important. Après, ça te donne l'ampleur en fait des dégâts, puisque si on a nous en France 120 millions de produits dans les tiroirs et qu'aujourd'hui en fait il y a 1,4 milliard de smartphones qui sont produits chaque année, tu imagines bien les dégâts et les tiroirs bien chargés des gens dans le monde entier, voire ceux qui jettent les produits, comme ce que tu as pu voir.
directement. Donc ils les vendent pas, ils les recyclent pas, ils les jettent. Donc ça c'est une cata, puisque derrière, pour donner aussi 3-4 chiffres qui sont assez intéressants, c'est que on a augmenté en fait le nombre de métaux rares dans les produits, dans les smartphones. Pour donner un ordre d'idée, en 1960, sur les téléphones fixes, les premiers téléphones fixes, il y avait 12 métaux à l'intérieur, 12 métaux seulement. Derrière, en 1990, un téléphone mobile comptait à peu près 29 à 30 métaux, dont 3 à 4 rares. Et en 2020, en fait, on est à 57 métaux, dont 17 qui émanent des terres rares. Donc avec on connaît tous, on a vu des reportages sur la manière d'extraire ces métaux de manière illégale en République démocrate du Congo ou ailleurs par des enfants souvent en plus. Donc là, c'est catastrophique. Et aujourd'hui, en fait, le fait de se dire chaque année, on augmente en fait pour les performances de l'appareil énergétique et compagnie, l'extraction de ces métaux et l'intégration de nouveaux métaux dans les téléphones, ça devient vraiment gênant. Donc du coup, ce que nous, ce sur quoi on milite, c'est pour ça qu'on parle du reconditionné, et c'est très bien. Le reconditionné aujourd'hui, c'est en gros entre 10 et 40 kilos de CO2 émis pour réparer un produit, alors qu'un produit neuf, pour produire, exporter, tout ce qu'on a dit, extraire les métaux rares et compagnie, c'est 100 kilos. Donc en gros, il y a un rapport poids-puissance qui est entre, je dirais, 10 fois moins jusqu'à 2 fois moins. Donc 2 fois moins, c'est quand le produit est importé, reconditionné déjà de Chine ou des USA, ce qui est déjà un gain. Mais clairement, si tous les produits sont importés de là-bas, le gain il va s'amenuiser. Donc du coup, c'est intéressant que tu parles de mettre en perspective ce côté. Bah voilà, il y a beaucoup de déchets et en temps réel, on voit la catastrophe arriver. Effectivement, nous on fait partie dans le monde entier. Hein, il y a plein d'initiatives sur le smartphone, sur le PC, sur la tablette, dans le domaine du high tech. Il y a plein d'acteurs qui sont en train d'avancer sur la seconde main, donc le reconditionnement, la reprise. Mais comme je dis, il y a souvent à boire et à manger là-dedans. Il y a des gens qui font ça par conviction, d'autres qui font ça parce que économiquement c'est super intéressant, d'autres qui mixent les deux, ce qui est le cas. Hein, c'est du développement durable et nous ça nous intéresse depuis le début. Il faut bien en vivre. Et derrière, il faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà quoi. Donc aujourd'hui, quand tu sais que t'as 4 ou 5 mobiles dans ton tiroir et au moins 2 ou 3 PC, bah tu te poses des questions et tu dis surtout aux Français à quoi bon de laisser ça dans vos tiroirs. Jamais vous les réutiliserez. Enfin clairement, je sais pas si je pense que Christophe, peut-être que t'es un bon élève, peut-être que t'as tout revendu ou tout redonné. Mais clairement, même moi, j'en ai un ou deux qui restent, tu vois, et je me dis chaque fois, bon allez, je me fais un peu bataille pour les revendre. Mais bon, étant dedans, maintenant je les revends systématiquement et j'incite mon entourage familial à le faire aussi, donc je suis un peu casse-pied là-dessus. Mais c'est vrai que ça sert à rien de garder un produit dans son tiroir, ça prend de la place, ça perd de la valeur et en plus ça peut rendre service à quelqu'un et permettre on parle souvent de la fracture numérique. Ben, sur des produits qui ont entre 4 et 5 ans, ça peut réduire la fracture numérique en lui donnant une seconde vie. Bah, merci pour toutes ces informations, hein, ces précisions sur cette problématique. Mais c'est vrai que me concernant, en toute honnêteté, je suis pas le premier de la classe, mais j'essaye de faire de mon mieux et je compte bien changer les choses, en tout cas sur mon plan, hein, à mon niveau, avec l'utilisation de Compare-Recycle. Bon, mais c'est sympa, mais en plus, il y a je dirais qu'il y a plein d'alternatives. Tu peux sur ceux qui n'ont pas de valeur, tu peux les donner. Il y a des bacs dans tous les centres commerciaux qui sont des bacs des 3E. Je crois que c'est écologique et écosystème qui ont mis ça en place, qui permettent de recycler tes piles, mais aussi tu peux checker directement sur le site si ton produit a une valeur. S'il n'a pas de valeur, tu peux le ramener dans un bac qui va bien et tu le mets dedans et il sera réutilisé. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des matières seront complètement réutilisés. Parfois même, si le produit fonctionne encore, il peut être, je dirais, réparé, nettoyé et vendu. On travaille aussi avec des ateliers de bocage, peut être revendu à des sommes modiques
à des gens qui sont dans le besoin, et qui ont besoin d'avoir je dirais un smartphone pour communiquer, chercher un emploi, ou même communiquer avec l'extérieur. Donc ça c'est intéressant plutôt que de le laisser effectivement dormir, rien faire dans un tiroir. Donc, on parle de tiroir, mais bon, ça peut être des placards, hein, ce que tu veux. Mais c'est le terme qui est employé par l'ADEME et je trouve que c'est le meilleur parce que c'est vrai en plus. Il y a quelques années, j'avais vu qu'avec 50 000 smartphones, terminaux mobiles, hein, plus généralement, on pouvait récupérer 1 kilo d'or. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas, hein. C'est toujours le cas puisqu'en fait ça fait partie de la richesse de ton mobile. Ton mobile, ta tablette, ton PC. Effectivement, il y a de l'or à l'intérieur et, euh, et c'est valorisé. Il y a une entreprise en Belgique qui d'ailleurs démantèle l'ensemble des produits et valorise en fait, ça fait partie de la valorisation aussi, valorise en fait les matières premières, dont l'or. Et je sais pas combien ils sortent de kilos d'or par an, mais c'est phénoménal. Donc ça fait partie, c'est de la valorisation. Donc je dirais c'est la chaîne ultime du recyclage et de la valorisation. Donc souvent il y a un amalgame qui se fait. On parle de recyclage. Même nous, tu vois, Compare Recycle, c'est la contraction de comparer et recycler, alors qu'on aurait pu plutôt l'appeler compare reprise. Parce que la reprise c'est la valorisation de ton ancien produit. Donc ce sont des produits qui ont entre 4, 5 et je dirais 6 mois d'âge et qui sont valorisés. Ensuite, tu passes sur un stade où tu as des produits qui sont vraiment très vieillissants, qui n'ont plus de valeur et qui peuvent être réutilisés, qui sont pas obsolètes, mais qui peuvent être réutilisés, donc faire la seconde main et pour quelques euros en fait être rachetés par des gens qui ont besoin juste de faire de la voix ou même quelques photos avec des produits je dirais lambda. Et après, tu as des produits qui sont cassés, qui coûteraient plus cher d'être, je dirais, réparés que d'être remis à neuf. Donc du coup, ils sont démantelés. Donc soit on utilise les, euh, les, les différents métaux ou les différents éléments pour reconstituer avec un seul produit reconditionné. Soit on se dit c'est pas possible du tout et du coup ça va dans la filière de recyclage pur et de valorisation où là on va extraire tous les métaux qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de l'étain, il y a du lithium, il y a plein de choses à récupérer, des matières qui sont dangereuses et des matières qui sont, je dirais, onéreuses. Donc du coup, valorisables. Donc c'est une mine d'or, hein. C'est une mine d'or à tous les niveaux. Et l'impact environnemental d'un téléphone est quand même désastreux. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir des podcasts comme le tien pour pouvoir éclairer et dire aux consommateurs renseignez-vous un peu et puis derrière comme vous êtes des consommateurs aujourd'hui soyez-le à fond et puis recyclez, revendez, faites du vide avant de faire le plein, c'est ce qu'on dit souvent, sur du nouveau ou du produit reconditionné. Et tout le monde sera content et tout le monde ça sera bénéfique pour votre portefeuille et pour la planète. Donc et c'est pas en plus c'est pas un slogan, hein, c'est vraiment vrai ce que je dis. Donc voilà. Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour toutes ces précisions et j'espère que les auditeurs auront bien compris, qu'il faut ressortir, les smartphones, les vieilles consoles et cetera. Voilà, on va essayer d'entraîner tout le monde. Parfait. Maintenant, Gaël, je vais aborder, un petit peu les origines, de Compare-Recycle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, ton parcours professionnel et ce qui t'a amené justement à créer, Compare-Recycle? Alors oui, effectivement, moi j'ai toujours été dans des grosses structures. Donc, j'ai commencé chez PepsiCo, donc une boîte assez connue pour vendre de la boisson gazeuse de couleur marron. Ensuite, je suis resté 6 ans là-bas et puis je suis parti dans le high-tech puisque j'aime bien cette industrie et je suis parti chez Toshiba sur l'EGP, donc l'électronique grand public. Et j'étais en fait key account sur de la vente à des retailers, donc Carrefour, Auchan et compagnie. Et puis j'ai été chassé par Nokia, qui était une boîte en pleine explosion à l'époque, qui produisait 360 millions de téléphones par an, donc 1 million par jour, et qui ne produisait qu'à la demande. Donc c'était une boîte fabuleuse parce que derrière, en gros, pas de stock. C'est-à-dire que
produisait Coforecast. Donc c'était le leader mondial incontesté et incontestable du mobile, du smartphone. Et du coup, j'ai été baigné là-dedans pendant 7 ans, où effectivement je vendais des grosses quantités de produits. Donc je vendais à des retailers, à des opérateurs, mais aussi à des grossistes qui éclataient les produits un peu partout dans le monde, à des prix intéressants, et on voyait en fait l'évolution je dirais des habitudes des consommateurs. Dans certains pays, les gens avaient 3 smartphones, donc c'était du suréquipement. Et du coup, au fur et à mesure, en fait, que j'évoluais dans la structure de Nokia, je me posais la question de me dire, mais quand même, c'est quand même énorme, quoi. Autant de téléphones vendus. Qu'est-ce qu'ils en font après? Après, moi, j'ai toujours, enfin, je suis originaire du Sud-Ouest, et je suis un fan de glisse et de sport de glisse, et notamment de surf. Et je suis très, je dirais, je suis très impacté par tout le côté écologique, et chaque fois ça m'a amené quand même pas mal de questionnements en me disant, mais enfin, on sait que l'industrie du high-tech est ultra polluante, moins polluante que le textile, mais quasiment pareil. Et ça m'a posé un problème de conscience à un moment où je me suis dit, mais tous ces téléphones, je sais que les téléphones c'est entre 18 et 24 mois avant de le changer. Et là en fait ça se vendait comme des petits pains. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils en font après? Donc j'ai commencé en fait, je dirais pendant mes congés, le soir, il n'y avait pas autant de sites qu'aujourd'hui là-dessus. Je prenais un maximum d'informations, et j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des acteurs qui, en sous-marin, revendaient des anciens produits. Donc ça pouvait être effectivement, on en parlait tout à l'heure, de valorisation en achetant à des lots entiers de produits émanant d'opérateurs ou des retailers ou même de consommateurs qui les donnaient, les produits. Il y avait des filières différentes. Il y avait ceux qui réparaient les produits et qui les revendaient dans des pays en voie de développement, en Afrique ou autre. Et là, ils faisaient vraiment des jackpots en termes de bénéfices, puisqu'en fait, ils achetaient les produits à quasiment rien. Ils les nettoyaient un peu, ils les revendaient en lot comme ça à des semi-grossistes en Afrique, au Moyen-Orient, un peu partout. Et du coup, bah, ça s'orchestrait comme ça. Donc les gens, c'est un peu comme la voiture d'occasion, hein. C'est tous les déchets partaient dans les pays en voie de développement. Donc c'est quand même, enfin, moi j'appelle pas, c'est pas du déchet, c'est des produits d'occasion. Mais derrière, là-dessus, t'as du déchet aussi. Et puis après, j'ai vu des sites qui se mettaient en place, des sites de rachat de produits petit à petit. Et il y a une accélération. Donc ça, c'était en Angleterre, beaucoup de sites de rachat, aux USA aussi. Et puis c'est arrivé en Europe avec l'arrivée de Free notamment. Le consommateur s'est rendu compte avec l'arrivée du 4e opérateur que le mobile avait une valeur. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'achetais un mobile avant, on me disait, t'as le super mobile qui va bien, le dernier, pour 1 euro. Mais sauf que tu payais un abonnement et compagnie qui finançait en fait ton produit. Mais en gros, bon, tu t'en fichais. Une fois que tu avais ton produit, tu changeais ton forfait au bout de 2 ans, tu mettais ton mobile dans le tiroir, et puis derrière, tu disais, pour 1 euro, j'ai un nouveau mobile qui va bien, et le super que je voulais, c'est génial. Et tous les 2 ans, tu recommençais, tu remettais ton mobile dans le tiroir. Et à l'arrivée de Free, en fait, Free a dit, nous, en gros, on te propose pas un mobile à 1 euro, mais on te propose un forfait. Donc tu achètes ton mobile où tu veux, en gros, ou tu le paies 400 ou 500 euros chez moi, mais derrière, tu as un forfait qui est très bas et qui te permet de mettre ta carte SIM et de le mettre dans n'importe quel mobile, et puis derrière, tu fais ce que tu veux. Mais nous, globalement, on n'est pas un fournisseur de téléphone, on est un fournisseur de forfait. Et là, en fait, les consommateurs se sont dit, ouais, mais un mobile, ça vaut pas 1 euro, ça vaut entre 300 et 500 euros quand même. Donc, sur ceux qui sont passés sur Free notamment, ou ceux qui se posaient des questions, ils sont allés sur ces premiers sites en disant, je vais voir quelle est la valeur de mon mobile. Et du coup, en regardant moi de mon côté, il y avait 5-6 sites à l'époque, j'ai regardé sur chaque site, j'avais pas mal de mobiles chez moi du coup, et du coup j'ai fait des tests, et j'ai vu que sur un même état, un même mobile, un même modèle, une même marque, il y avait des disparités de prix qui allaient du simple au quintuple. Donc je me suis dit, mais c'est un peu n'importe quoi, c'est opaque, et je comprenais pas ces différences de prix. Donc la seule différence de prix, c'était effectivement que ces sites avaient, je dirais, des stratégies différentes. C'est soit faire beaucoup de marge, soit faire du volume. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un comparateur.
pour donner une transparence globale au consommateur et surtout lui proposer la meilleure offre de rachat, tout en lui permettant d'être le plus consommateur possible en revendant son produit au meilleur prix et en faisant ça de manière la plus propre possible. Pour nous, on est rentré dans le développement durable pur. Je sais que ça se dit plus trop, mais moi je trouve que le terme est plutôt bon. C'est-à-dire qu'en fait, on donne de l'argent au consommateur pour qu'il recycle, revende son produit et que ce produit soit reconditionné et qu'il y ait un marché de seconde main et qu'il y ait une troisième, quatrième vie sur son produit. Donc la boucle était bouclée et on s'est dit clairement, le web c'est intéressant, mais le parcours est encore, je dirais, laborieux, c'est-à-dire qu'en fait je reçois mon virement sous 7 jours, 15 jours. Le fait d'envoyer un mobile à un acteur qu'on connaît pas, c'est quand même un peu compliqué pour un consommateur, sachant que on reprenait quand même des mobiles jusqu'à 300, 400, 500 euros, donc c'est quand même des sommes importantes. Et on s'est dit clairement, on va, vu que je connaissais pas mal de retailers et d'opérateurs en France, je me suis dit je vais en toucher 2-3 mots à certains acteurs que je connais bien du retail. Et du coup ils m'ont dit mais oui, mais si tu montes le comparateur et si on transforme le bon d'achat en magasin, nous c'est génial. Donc du coup on a eu notre premier client qui a été Auchan, qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs, et qui a testé en live notre outil, et puis on l'a fait évoluer au fur et à mesure, et puis voilà, et puis on a agrégé de nouveaux acteurs. Et aujourd'hui on est à peu près sur une 50aine d'acteurs. On est sur un volant d'affaires qui est vraiment intéressant, mais mais il y a encore des marges de progression qui sont absolument énormes. Quand on parlait tout à l'heure du taux de recyclage, quand tu dis que 6% est seulement valorisé et que derrière t'as juste 94% à aller chercher, bah voilà, ça nous donne ça nous donne la ferveur et ça nous donne de gros objectifs pour inciter le consommateur à le faire systématiquement. Donc voilà. Et oui, le potentiel est énorme, comme tu dis. Ah, il est énorme. Il est énorme. En fait, c'est le potentiel, c'est 900 millions d'euros par an qui pourraient être injectés si tout le monde revendait son mobile chaque année, puisque c'est aujourd'hui on est à peu près à 20 millions de téléphones, un peu moins, 20 millions de téléphones neufs qui se vendent en France, uniquement en France. Hein. Je reste en France puisqu'on est présent, comme je l'avais dit, dans 4 pays. Mais bon, si on reste sur la France, c'est 20 millions de mobiles neufs qui sont vendus chaque année. Et nous, on en récupère l'équivalent au global, hein, sur le marché global, hein, pas que nous. On est à peu près sur 1,6 million, 1,8 million de valorisés, quoi. Donc il reste tout le reste à aller chercher, quoi, chaque année. Et ça, c'est stocké dans les tiroirs. C'est 900 millions et c'est 900 millions chaque année. C'est de l'emploi, c'est de la revente de produits reconditionnés, donc un marché qui serait moins tendu qu'aujourd'hui. Enfin, c'est plein de bon sens, quoi, en gros. Donc nous, on milite pour, tu l'as bien compris, hein, pour la revente de ces produits dans des chaînes de distribution ou chez des opérateurs avec des acteurs derrière qui sont solides et certifiés et professionnels. Et oui, et donc tu as encore de belles années devant toi, je dirais, sur ce marché, énorme. Oui, oui, c'est un marché énorme et puis c'est un marché où on voit évoluer plein d'acteurs et qui se sont professionnalisés parce qu'avant c'était un peu artisanal et aujourd'hui on sent vraiment que les acteurs de la reprise et du reconditionnement se sont vraiment professionnalisés. Et tous ceux qui ne sont pas professionnels, de toute façon, c'est un feu de paille parce que derrière, en fait, le consommateur, lui, est très exigeant et derrière, s'il reçoit un produit reconditionné qui a été mal reconditionné, qui a un taux de service, je dirais, SAV qui est mauvais, clairement, il reviendra pas chez ce reconditionneur-là. Et du coup, nous, c'est un reconditionneur qu'on n'aura plus dans la partie reprise, donc de rachat, parce que clairement, il sera grillé auprès des consommateurs. Donc aujourd'hui, le marché du reconditionnement, c'est un marché, je dirais, très dur, très tendu, parce ils doivent être, enfin clairement, je leur tire mon chapeau parce que ce sont des entreprises jeunes, hein, sont des gens qui se sont professionnalisés sur toute la partie process. Ils doivent gérer leur cash pour acheter les produits. Ils doivent derrière avoir tout un processus de rachat, de bourse pour acheter au meilleur prix et pour justement bien revendre en faisant de la marge. Deux, ils doivent derrière traiter les produits du mieux possible avec tous les process que ça engage.
avec l'effacement des données, donc des outils lourds quand même, hein, donc des chaînes de production, c'est de l'investissement. Et deux, après, il y a toute la partie, je dirais, enfin trois même, c'est plutôt la partie logistique, où ils doivent à la fois réceptionner les produits, répertorier les produits, savoir quels produits sont en réparation, ceux qui nécessitent pas de réparation. Il y a du grading, il y a plein de choses à faire. Donc c'est un métier qui est monstrueux en termes de tâches. C'est un métier multitâche. Et derrière, en plus, ils doivent revendre ces produits, donc soit sur des marketplaces, soit après en propre directement, et donc trouver les canaux de vente les plus, je dirais, intéressants pour eux, tout en écoulant la marchandise. Donc il y a une gestion des stocks, une gestion du cash. Enfin, c'est un métier très complexe. Donc aujourd'hui, peu de monde peut s'improviser reconditionneur, alors que il y a encore 4 ans, tu avais des reconditionneurs qui s'improvisaient comme ça. C'est-à-dire, bon, c'est bon, je monte ça rapido dans mon garage, j'achète quelques produits, je les revends, je me fais la marge. Avec cette marge, je rachète quelques produits, et puis voilà quoi. En gros, mais il y en a certes, il y en a beaucoup qui sont morts, mais il y en a d'autres qui se créent. Mais à terme, il y a un tel niveau d'exigence que ceux qui ne l'auront pas mourront de fait quoi. Donc voilà. Donc c'est intéressant parce que moi je vois l'évolution de ces gens-là, de ces acteurs-là, et on voit la professionnalisation d'année en année. Et ça, franchement, c'est génial à voir pour voir l'adaptabilité de ces professionnels, hein, qui s'adaptent au contexte. Là, avec la pandémie, ils sont tous bien adaptés. Ils ont réussi à récupérer des stocks, à revendre, à accélérer en fait leur croissance avec un marché qui était ultra tendu et avec des contraintes qu'on ne connaissait pas avant. Donc chapeau bas. Et puis nous, on est fiers de travailler avec ces gens-là. Oui, et puis ça va donner des idées certainement à des entrepreneurs, à des partenaires de tes services en fait, hein, voilà pour, éliminer le plus possible tout ce qui n'est pas bon pour la planète et pour les personnes. Exactement, exactement. Et ça en fait, tu l'auras que par la professionnalisation pour moi. Tu peux pas le faire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment que ce sont des belles boîtes maintenant aujourd'hui. Toutes ces boîtes de reconditionnement, c'est pas des petits acteurs, hein. C'est-à-dire que nous, on les a vus tout petits, et puis ils ont grandi. Les meilleurs je dirais, ont explosé. Et derrière, ils ont gardé en fait leur agilité. Donc ça, c'est super important euh, parce que c'est un métier qui est encore neuf et il faut être agile. Il faut anticiper le marché pour être parmi les meilleurs, parce que c'est une concurrence féroce, hein. Est-ce que des boîtes comme, ou les services de back market ou de Yes Yes, pour ne pas les nommer, ce sont plutôt des partenaires ou des concurrents? Alors YesYes, c'est un partenaire, puisqu'en fait c'est un acteur qui est reconditionneur, qui fait partie de nos reconditionneurs professionnels. Donc c'est un acteur sérieux. Back market, je dirais que c'est une autoroute de la vente de produits reconditionnés, qui lui permet à des petits acteurs du reconditionné de revendre des produits en masse. Mais comme une grosse marketplace qui aujourd'hui a de fortes ambitions, et c'est une belle marketplace, hein, qui recrute beaucoup d'acteurs. Je crois qu'ils sont à 1200 marchands maintenant, voire plus, hein, je pense qu'ils sont même à plus. En fait, là-dedans, t'as de tout. T'as des acteurs qui viennent, qui sont professionnels, et puis t'as des acteurs qui sont je dirais des amateurs, qui viennent du monde entier et qui en fait pètent soit les prix, soit ont un niveau de service qui est désastreux, soit, enfin il y a beaucoup de dérives là-dedans. La back market, c'est une belle plateforme. Après, voilà, ils ont des actionnaires aujourd'hui derrière, ils ont levé beaucoup d'argent, ils doivent des comptes. Donc du coup, c'est la course, je dirais, au volume. Et en faisant du volume, tu fais pas forcément de la qualité. Donc ils essayent forcément du mieux qu'ils peuvent de forcément contrôler et faire de la qualité, mais quand t'as une frénésie du volume, forcément, c'est comme un artisan, hein. Un artisan, il va essayer de faire du mieux possible et prendre moins de clients pour faire un travail de qualité. Et quand t'as une usine derrière qui veut produire pour produire, bah forcément t'as un peu moins de qualité, quoi. Donc voilà. Donc nous, pour résumer, en fait, Yes fait partie des reconditionneurs parmi les 50 qu'on a. Et Back Market qui est plutôt lui sur la partie marketplace, je dirais pléthorique, volumique, de produits reconditionnés qui peuvent être même du produit neuf, hein. Ils vendent un peu tout, du déstockage, voilà. Mais après ils ont le mérite d'être là
quand même pour justement baisser, pour accélérer en fait les mœurs. Donc ils communiquent fortement et les consommateurs aujourd'hui sont vraiment motivés pour acheter des produits reconditionnés. Mais derrière, le problème, c'est que ce qu'on disait, hein, c'est que beaucoup de produits viennent d'Asie. Pour quelques euros de moins, tu as ton produit qui arrive directement en avion chez toi. C'est un produit reconditionné, mais il arrive directement en avion, directement chez toi. Pour quelques euros de moins, par rapport à un ISIS, un cordon qui va faire des produits et qui va réparer des produits en France, ou un Sophie Group ou autre, qui eux sont ou Mobilecase ou autre, qui eux font vraiment du reconditionnement franco-français. Donc ça c'est important, même s'il y a un peu de trading, mais parce qu'il y a souvent pas assez de produits, mais globalement 80% de leur production est en France. Donc ce qu'on dit souvent, nous on a une plateforme de produits reconditionnés, de vente de produits reconditionnés, je vais y arriver, B2B. Donc en fait on vend des produits via un système à des enseignes, à des retailers ou des opérateurs. On leur permet d'acheter des produits en quantité, mais ce sont des produits qui ont été reconditionnés en France par nos partenaires reconditionneurs, comme on le disait, le GSM ou autre, qui sont des reconditionneurs français. Donc du coup, les produits qui sont vendus via les enseignes Auchan et autres qui commandent des produits via notre marketplace B2B, ces consommateurs sont assurés que les produits viennent de France. Donc ça, nous, on veut l'intensifier. Et à l'inverse, Back Market, lui, ce qu'il veut, c'est développer chez le consommateur le fait de dire consomme, et ce qui est plutôt bien, consomme d'abord reconditionné avant d'acheter du produit neuf. Donc voilà. Mais par contre, la provenance, on s'en fiche un peu, quoi. En gros. C'est pas grave, du moment qu'on a du produit reconditionné. Nous, nous, on va vraiment chercher, je dirais l'excellence en disant, nous, ce qu'on veut, c'est la reprise en France, le reconditionné en France et la revente en France. Voilà. En tout cas, grâce à toi, Gaël, on a bien compris en fait le rôle de chaque acteur du marché, hein, et c'est vrai que il y a beaucoup de complémentarité, pas seulement des rivalités sur ce marché. Exactement, exactement. Tout le monde a sa place et tout le monde en fait a pris un segment de marché. Donc charge à chacun de bien faire son boulot et d'évoluer, de rester agile pour une évolution de marché qu'on ne connaît pas encore. Parfait. Donc Gaël, tu souhaitais nous parler d'un sujet en particulier, donc je te laisse la parole pour aborder le sujet. Merci Christophe. Donc oui, en fait c'est pas un coup de gueule, mais c'est un peu, je dirais, lever le voile sur le marché du reconditionné. Donc tu as bien compris que la reprise était importante pour le marché du reconditionné, pour un reconditionné propre. Et derrière, aujourd'hui, on voit des dérives. C'est-à-dire qu'on a parlé de marketplace, on a parlé d'intensifier ce marché de la reprise, d'intensifier ce marché du reconditionné. Pour résumer, pas de reconditionné s'il n'y a pas de reprise. Ça je l'ai bien mentionné. Après, le fait d'acheter des produits reconditionnés, il faut vraiment être très clair avec le consommateur et vraiment, je dirais et c'est ce que veulent faire l'ensemble des acteurs professionnels du système. Et c'est de mettre en avant le fait que les produits ont été reconditionnés en France et n'ont pas été importés de l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, quand on voit les dérives, on les voit forcément quand on est du métier, mais quand on n'est pas du métier et quand on est consommateur classique, on sait pas que le produit pour quelques euros de moins a fait le tour de la planète. Donc c'est de l'économie circulaire, c'est sûr, hein, mais ça c'est de l'économie circulaire mondiale. Et du coup, tous les bénéfices que tu gagnes en CO2, tu les perds par le transport, par la maintenance et compagnie. Ce qui fait que le gain que tu pouvais avoir initialement, bah tu l'effaces totalement en ayant des comportements que tu n'as pas toi. Hein. C'est plutôt les marketplaces qui devraient vraiment appuyer là-dessus en leur demandant de bien mettre un label franco-français, en demandant, je dirais en évangélisant le fait que le produit n'a pas fait le tour de la planète, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. On parlait de grosses marketplaces tout à l'heure. Le problème, c'est que comme c'est une course à la production, à la quantité, bah forcément, tu es obligé d'aller chercher des produits ailleurs parce qu'il n'y en a pas assez en France. Donc c'est pour ça qu'on milite sur la partie reprise et qu'on se bat
pour que les consommateurs revendent leurs produits pour qu'ils soient reconditionnés ici, en France. Et aujourd'hui, les marketplaces, comme il y a un peu l'appât du gain, ce qui est légitime, mais qui dévoient un peu leur discours sur la partie écologie, développement durable, vont chercher des produits à des dizaines de milliers de kilomètres. Et moi, j'ai vu des choses aberrantes, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des acteurs qui sont français ou ailleurs même, vont acheter des produits aux USA, semi-reconditionnés, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont gradés, je dirais. Derrière, ils réceptionnent les produits directement en France, ils les renvoient en Roumanie pour les faire reconditionner. Ces mêmes produits sont reconditionnés et sont renvoyés en France pour être vendus sur des marketplaces. Et sur ces marketplaces, il y a même des acteurs anglais qui rachètent ces produits-là. Donc le produit fait 4 fois le tour de l'Europe pour arriver chez le consommateur français, espagnol ou autre. Donc c'est bien d'avoir une vision mondiale, mais quand on parle d'économie circulaire, de circuit court, là on n'y est pas du tout. Donc du coup, c'était un peu mon coup de gueule en disant attention quand vous achetez un produit reconditionné, c'est intéressant en termes de prix. Par contre, c'est pas forcément intéressant en termes de, je dirais, écologie. Donc faites attention à cela. Et nous, l'idée, c'est dans les mois à venir d'évangéliser ça et de dire voilà, ça c'est un bon acteur, ça c'est un acteur qui est pas connu, ou c'est un acteur qui est positionné dans d'autres pays. Puis après, il y a toutes les dérives aussi à la TVA où tu as beaucoup d'acteurs chinois qui viennent vendre sur des marketplaces qui ne reversent pas la TVA en France. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vendre 20 ou 30% moins cher. Donc le produit fait 30 000 km, il arrive chez le consommateur français, 20% de moins, mais clairement, la TVA ne sera jamais reversée en France. Donc du coup, c'est une concurrence déloyale pour les acteurs avec qui nous on travaille. Ceux que je te disais, ceux dont je parlais tout à l'heure, les acteurs professionnels français. Et puis après, tu as aussi des petites boutiques qui se créent et qui vont acheter ou revendre des produits à des prix défiant toute concurrence, mais avec aucune norme, rien quoi. En gros, avec des données à l'intérieur d'utilisateurs d'avant. Donc tout ça, il faut faire vraiment très attention. Et comme le marché se professionnalise, nous, on doit informer le consommateur et on doit le faire avec toute la filière. Mais on doit bien le faire. C'est-à-dire qu'on doit le faire de manière impartiale et pas avoir d'intérêt là-dedans. Donc nous on est là, c'est vraiment pas pour pousser Comparecycle, c'est vraiment pour pousser l'ensemble des partenaires avec qui nous travaillons, pour dire on a sélectionné ces acteurs-là parce qu'ils ont des convictions et que derrière en fait ils font travailler des gens en circuit court. C'est de la logistique française, c'est de l'emploi français dans des usines françaises et ça c'est super important. Non, merci pour ce coup de gueule, hein, et j'espère que le message est bien passé. Sinon, on te redonnera la parole. Pas de souci. On espère pouvoir t'accompagner pour améliorer, on va dire, les choses. Merci beaucoup Christophe de nous avoir donné la parole. Donc Gaël, je te remercie pour cet enregistrement. Gaël Brouard, donc je rappelle aux auditeurs, tu es le fondateur et PDG de Comparecycle. Je remercie également tous les auditeurs, les collaborateurs des entreprises engagées dans la performance sociale, écologique et économique. Un petit rappel sur le podcast, donc changer les entreprises, changer le monde, le podcast qui vous fera aimer la RSE et aimer Comparecycle. Donc vous allez pouvoir découvrir un acteur RSE ou redécouvrir un acteur qui change les entreprises en France à chaque épisode. Le podcast est disponible sur les plateformes YouTube, SoundCloud, Spotify et bien d'autres. Et enfin, pour participer au podcast comme Gaël, contactez-moi sur LinkedIn ou RSE et compagnie sur Twitter et Instagram @RSE et compagnie. Merci pour votre écoute, merci Gaël. Merci Christophe. Et à bientôt pour changer les entreprises et changer le monde.